sujet visiblement brûlant. Ou alors, je suis tombé sur un créneau où il n'y avait personne d'autre. Donc, tant mieux. Bien. Avant de démarrer, juste un petit sondage. Alors, est-ce que certains et certaines d'entre vous ont déjà eu des épaules gelées aussi avec quelques vitres rétractiles dans leur pratique? Levez la main pour voir. Ok. Et pour qui ça a été difficile? Voilà, c'est normal. Ok. Bien. Alors, avant de démarrer, je vais juste rapidement me présenter, notamment mes liens d'intérêt. Moi, je suis kiné libéral, je travaille 2 jours par semaine en pratique clinique dans la région, dans l'Aube, à Troyes. J'ai une pratique exclusive en musculo-squelettique avec, je fais beaucoup de vagerie, beaucoup d'épaules, et dans l'épaule, je fais pas mal d'épaules gelées, du coup. Je suis également formateur en formation initiale dans plusieurs FLK, formation continue. Et j'ai mis en rouge le terme Physio Academy parce que j'ai des liens d'intérêt directs, puisque je suis formateur pour Physio Academy. J'ai une formation sur l'épaule gelée. Je le dis et je le marque parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs visuels qui sont issus de ça. Alors si ça commence ici, on va tout le temps, ça va le faire. Qui sont issus de Physio Academy. Donc voilà, sachez juste que j'ai des liens d'intérêt avec ça et que je pratique la thérapie orthopédique. Voilà. J'ai toujours l'habitude de démarrer pour dire qu'il y a des erreurs dans ce support de cours en le refaisant, parce que ça doit être la 6e fois que j'interviens en congrès là-dessus. Je me suis rendu compte que ça faisait 7-8 ans que je traînais des chiffres qui étaient faux. Et je me suis rendu compte hier, je les ai changés, donc c'est encore plus vrai ce que je dis. Il y a des erreurs dans cette présentation. La quantité, je ne peux pas vous dire. Il y a des erreurs parce que je me trompe, et aussi parce que la littérature, elle évolue, elle change tout le temps. Donc je préfère faire ça. Alors, est-ce que ça va le faire? Je pense que c'est une erreur, parce qu'on veille tout le temps. Peut-être que je me branche. Non, ça ne va pas. Alors, voici le plan de l'intervention. D'abord, je vais vous parler en introduction un petit peu un petit état des lieux, puis ensuite, on va se poser 3 questions essentielles pour l'existence. Qui suis-je? Où vais-je et dans quel étagère? Et je pense que c'est particulièrement applicable à l'épaule gelée, puisque d'abord on va parler, dans la question qui suis-je, de la controverse qu'engendre cette pathologie. Où vais-je? On va parler de l'évolution de la pathologie pour les patients et pour nous en tant que soignants, comment on va examiner, comment on va bilanter cette épaule. Et enfin, dans quelle étagère? Ce sera très utile au niveau de notre pratique de traitement. On va voir ce qu'on peut faire avec ces épaules gelées. Alors, on va commencer par l'introduction, et avant de démarrer, je voulais juste resituer quelques éléments clés actuels en musculo-squelettique dans le champ de l'épaule, quelques questions qui se posent actuellement. Vous savez que la prévalence des douleurs d'épaule est assez importante, et lorsque vous avez des patients qui se présentent avec une douleur d'épaule, on estime qu'il y a à peu près 80% de ces patients-là qui ont une douleur d'origine coiffe. Hein. Donc, on a vraiment principalement des problèmes de coiffe en pratique, et ça pose plusieurs défis. Déjà, vous savez qu'il y a un écart entre l'imagerie et les douleurs en général. On a ici par exemple une étude qui montre que lorsque vous passez des imageries à des sujets qui sont sains, on trouve des anomalies radiologiques alors qu'ils n'ont pas mal. On a également des problèmes pour identifier la source de la douleur et classer les gens. Vous êtes tous au courant de ces travaux de Cook et Burnham qui ont essayé de segmenter des états pathologiques tendineux. Et on a beaucoup de mal à cliniquement situer les patients précisément dans ces états-là. Ce qui explique aussi pourquoi la chirurgie est très remise en controverse, notamment pour les pathologies de la coiffe, puisque on sait qu'avec des reculs de 10 ans, dans les formes asymptomatiques, par exemple de rupture, on a les mêmes résultats que la chirurgie. Donc ça, c'est les questions qui se posent. Et évidemment, ce qui découle, c'est que les tests orthopédiques, je ne sais pas ce que vous avez appris à l'école, mais les tests orthopédiques sont très questionnables au niveau de la coiffe. Et on va voir qu'au niveau de notre épaule gelée, c'est pas très aidant, les tests orthopédiques. Moi, je pense qu'ils sont utiles pour plein de raisons, mais pas pour diagnostiquer une structure. Il y a plein de raisons pour le faire, mais ça. Il y a également des problèmes qui se posent avec les neurosciences de la douleur et comment la douleur se construit. On sait que la douleur, elle n'est pas tributaire qu'un problème de lésionnel de structure, et on verra que c'est extrêmement important au niveau de l'épaule gelée, puisque on va avoir des facteurs psychosociaux qui vont énormément jouer dans ce type de pathologie. Et donc, on vous serine depuis ce matin, avec le biopsychosocial, avec ces 3 composantes, en se rappelant qu'il faut essayer d'intégrer ces éléments-là. Et c'est d'autant plus vrai pour les patients qui ont ces épaules gelées. Je vais y revenir. Une des solutions pour essayer d'intégrer tout ça, alors je sais qu'il y a d'autres intervenants qui en ont parlé dans des interventions, décidément on ne peut pas y arriver,
d'autres intervenants qui en ont parlé dans des interventions, qui sont ces histoires qu'on appelle de radar. Comment on peut essayer de faire pour faciliter l'intégration du psychosocial. Vous avez le radar de Walton à gauche, et également l'approche de Toussignan. Ce sont des approches dans lesquelles on va essayer de dresser des phénotypes des patients. Vous voyez, à gauche, on crée un espèce de dessin de à quoi ressemblent nos patients. Et ça crée une espèce d'identité de reconnaissance qui permet d'intégrer la composante psychosociale et également les neurosciences de la douleur. Donc tout ça, ça pose des questions. Et enfin, une question qui nous pose problème en épaule, c'est comment on peut faire pour optimiser la prise en charge de ces patients. Il y a deux stratégies possibles. La première chose, c'est d'identifier une pathologie, c'est de poser un diagnostic. Donc là, vous avez un système de boîte avec plusieurs étiquettes de pathologie dedans. Alors on ne voit pas très bien, mais vous avez à gauche une épaule, au-dessus une épaule instable, l'épaule raide, l'épaule tendineuse. Et une seconde façon de faire, qui est plutôt à la mode, maintenant une dizaine d'années, dans l'épaule, c'est Jeremy Lewis qui est, on va dire, le plus éminent représentant, qui est qu'au lieu de poser un diagnostic, on va essayer de changer la clinique en jouant sur différents paramètres, par exemple la colonne, la contraction de la coiffe. Et donc ces deux approches coexistent. D'un côté, on a une approche diagnostique de structure, et de l'autre côté, une approche qu'on appelle basée sur la réponse clinique. Donc ça, c'était pour poser quelques bases de choses qui vont être vraiment importantes pour cette épaule gelée. Et donc nous allons passer justement à la définition de ce que c'est qu'une épaule gelée. Alors, avant de parler de l'épaule gelée, il faut que je vous parle de ce que c'est qu'une épaule raide. Puisque l'épaule gelée, ça fait partie des épaules qu'on appelle l'épaule raide. Alors, comment définir une épaule raide cliniquement? C'est une épaule qui a perdu au moins de 50% de son amplitude active, mais bien évidemment passive. Soit on raisonne sur l'épaule opposée, encore faut-il que le patient ait une deuxième épaule, enfin, ça n'est pas le cas, mais dans ce cas-là, on raisonne sur des amplitudes, moins de 90 degrés de flexion, moins de 30, voire moins de 10 degrés de rotation latérale. On verra que ce paramètre est très important pour le diagnostic. Ou l'impossibilité de pouvoir monter la main dans le dos au-dessus du sacrum. Donc ça, c'est une épaule raide cliniquement, c'est comme ça qu'on l'identifie. Et il y a certains auteurs qui ont essayé, du coup, de mettre dans cette épaule raide d'autres explications, d'autres diagnostics pour simplifier l'examen. Et donc, je vais vous montrer deux types de présentations. D'un côté, on a, ça date de 2011, Zuckerman qui propose que dans ces épaules raides, tout en haut, on a deux profils. On a l'épaule raide primaire dite idiopathique, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est l'épaule qui est raide, mais qui n'a pas de cause retrouvée. Évidemment, de l'autre côté, vous avez les épaules secondaires avec différentes étiologies, des étiologies intrinsèques, extrinsèques, systémiques, avec des maladies de système, comme par exemple le diabète. Donc la définition, ce serait une épaule gelée, c'est une épaule qui s'enraidit sans qu'on connaisse la cause. Il y a une autre façon de les classer, c'est le collectif Issakos qui parle ça, il parle pareil, l'épaule raide primaire. Donc dans ce cas, l'épaule raide primaire, c'est l'épaule gelée, et des causes secondaires qui sont classées encore autrement. Vous voyez, deux façons de classer ces épaules raides. Celle qui m'intéresse, c'est vraiment l'épaule raide idiopathique, primaire. Et donc là, on va commencer à se heurter à quelques controverses. Déjà, comment on va appeler cette épaule en pathologie? Alors on va remonter très très loin, en 1872, et je vous ai fait une petite frise temporelle des différents noms qu'ont porté cette entité, cette épaule, qui cliniquement se traduit par des déficits d'amplitude et des douleurs. Il faut commencer en 1872 avec cette épaule tuberculeuse qu'on appelait à l'époque péréarthrite scapulo-humérale. Vous avez tous entendu parler de ce terme, il date de 1872, c'est très ancien, c'est duplé. Ensuite, il y a Codman qui nous parle la première fois d'épaule gelée, puis le nom a changé en capsulite rétractile, puis il a encore changé en contracture de l'épaule, puis il a encore changé en épaule gelée sur un nombre de contractures de l'épaule. En 2018, nous avons vu un nouveau terme apparaître, l'épaule sur garde musculaire, et en 2024, la What the fuck shoulder pain syndrome, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la terme. Donc, ça, c'est un petit rappel qui a été fait par Lewis dans un article que je vous recommande si vous travaillez sur le domaine, qui est un article majeur. Tout ça pour dire qu'en fait, le nom a changé dans le temps parce qu'il décrit la difficulté qu'on a à classer cette pathologie. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut appeler cette épaule aujourd'hui? Vous avez remarqué que depuis le début, j'utilise le terme d'épaule gelée, parce que je pense qu'il vaut mieux utiliser le terme d'épaule gelée pour plusieurs raisons. Déjà, le terme capsulite rétractile, c'est un terme peut-être que vous utilisez plus.
que vous entendez, mais il semblerait que toutes les épaules gelées n'ont pas de rétraction capsulaire. Ça, c'est la première chose. Donc, utiliser le terme capsulite, c'est un terme qui est erroné, et surtout, ça risque d'enfermer la personne dans ce problème. Il faut voir aussi que cette épaule gelée, c'est une épaule raide dite idiopathique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on identifie une cause, un enraidissement extra-articulaire, intra-articulaire, ce n'est plus une épaule gelée. C'est une épaule raide sur, je ne sais pas moi, sur calcification. Et donc la définition d'un article que je trouve très bien, qui essaie de remettre les choses à plat, d'Abrassard, qui date de l'année dernière, un peu plus maintenant, 2020, il dit l'épaule gelée primaire, c'est une affection caractérisée par une douleur à l'épaule, souvent sévère, et une restriction fonctionnelle des mouvements, principalement passif. Donc c'est ça une épaule gelée, c'est une épaule raide dans laquelle on n'a pas trouvé la cause, et il est plus recommandé, en tout cas par cette autrice, de l'appeler capsulite rétractile. Parlons un peu d'épidémiologie. Combien y a-t-il de patients qui sont atteints de ces pathologies? Donc quand je vous disais tout à l'heure que j'avais commis une erreur, ça fait des années que j'utilise des chiffres qui, je me suis rendu compte, étaient faux. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être qu'à l'époque, quand je les avais recopiés, je m'étais trompé. Et donc voici l'incidence de l'épaule gelée. Il y a un petit peu plus de femmes qui sont touchées que d'hommes, sur 1000, et regardez cette prévalence. J'ai fait exprès d'utiliser ça, en 2004, on nous dit 8,8% des hommes et 10% des femmes en âge de travailler auraient ce problème. Ça soulève quand même de grandes questions. On a un vrai problème à définir cliniquement ce que c'est qu'une épaule gelée. On pense que la prévalence est âgée de 2 à 5%, et là encore, il y a 2 jours, j'ai essayé de trouver ce chiffre dans la littérature, je n'ai pas réussi à retrouver, parce que les articles s'autocitent, et je n'ai pas trouvé la source de cette prévalence. Donc si vous travaillez sur la question, ça m'intéresserait de voir si vous arrivez à trouver la source de ce chiffre, 2 à 5%. En allant un peu plus loin sur l'épidémiologie, des choses un peu plus pratiques, ça touche en général un peu plus le côté dominant. Pendant longtemps, on a dit que les femmes étaient plus touchées que les hommes, mais il semblerait que ce soit plutôt faux. Chose intéressante pour vous et vos patients, sachez que 20 à 30% des épaules vont se latéraliser. Vous faites une épaule gelée à droite, eh bien vous avez 20 à 30% de chance de faire une épaule, enfin de chance, ou de belle chance, ça dépend de quel point de vue on se place, de faire une épaule gelée à gauche. C'est quasi impossible de se faire 2 fois une épaule gelée sur la même épaule. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et le pic, c'est entre 40 et 60 ans. En Chine, par exemple, ils appellent ça la douleur d'épaule du cinquantenaire. Ça porte ce nom. Donc vous voyez qu'il y a quelques éléments épidémiologiques qui sont décrits dans la littérature. Alors, d'où ça vient? Pourquoi cette épaule, tout d'un coup, elle va devenir raide et en général, elle va respecter un schéma de douleur? Alors, il y a 3 processus qui peuvent expliquer ça et qui vont, en général, plus ou moins se suivre. D'abord, on a un processus inflammatoire, puis on aura un processus qu'on appelle fibrotique, et enfin, on aura une réduction du volume articulaire. Et on va voir ces 3 étapes l'une après les autres. Alors, je vous ai mis beaucoup de textes, n'hésitez pas à prendre des photos parce que je ne vais pas tout lire, mais simplement résumer. L'inflammation, on a retrouvé des marqueurs inflammatoires au niveau de ces épaules lorsqu'on fait des biopsies. Donc il y a réellement des modifications au niveau de la cytokine. On pense qu'il y a des raisons immunitaires à cela, voire génétiques. Et ce déséquilibre inflammatoire va générer des proliférations de fibroblastes qui du coup vont faire du collagène. Et ce collagène, progressivement, va entraîner une fibrose de différents éléments de la capsule et des ligaments. Ce qu'il faut noter, c'est important, vous allez comprendre pour la suite, c'est que, vous voyez, ça touche toute cette partie antérieure, qu'on appelle l'intervalle des rotateurs, les ligaments coracaux-huméraux et des espèces de parties antérieures. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous allez avoir une atteinte et une fibrose de cette partie-là, la zone, l'amplitude, la toucher de manière précoce, ce sera la rotation externe. Parce que lorsque vous faites une rotation externe, vous allez mettre en tension cette partie-là de la capsule. Enfin, cette fibrose va faire que ça va réduire l'espace intracapsulaire et donc forcément, il va y avoir un enraidissement qui va se réaliser. Donc vous allez avoir cette capsule qui va se coller et ratatiner. Pendant longtemps, on a cru que la tête humérale, elle collait à la capsule, et en fait, on pense que c'est vraiment un problème de rétraction tissulaire. Donc, si je résume, vous avez une réduction du volume qui est due à... Ça arrive. Quand ça veut.
à une fibrose qui sera due à une inflammation qui elle-même sera probablement due à un problème immunitaire ou génétique. Qu'est-ce que ça va entraîner? Comment reconnaître une épaule gelée cliniquement? C'est tout bête. Ça fait mal. Il y a une raideur qui s'installe. Douleur et raideur entraînent en général des troubles fonctionnels. Et comme c'est une pathologie qui dure longtemps et qui génère des problématiques assez invalidantes, une grande irritabilité, on va avoir des personnes qui vont avoir des troubles du sommeil, puis des troubles émotionnels. On va revenir juste après sur l'aspect psy, puisqu'il y a beaucoup de croyances dans ce domaine-là. Si je vous demandais de reconnaître cette épaule gelée, comment on fait pour la reconnaître cliniquement? Une fois qu'on a précisé tout ça, il faut savoir que certains auteurs se sont intéressés à la question, notamment une autrice qui s'appelle Sarah Hopsley, qui a un peu plus de 10 ans, a fait ce qu'on appelle un questionnaire Delphi. Elle a interrogé des spécialistes et leur a demandé, selon vous, cliniquement, quels sont les critères quand vous voyez quelqu'un qui vous font penser à une épaule gelée. C'est hyper important de savoir parce que le challenge, on va voir dans le traitement, c'est de diagnostiquer suffisamment tôt pour leur appliquer un traitement adéquat. Alors, dans les critères les plus souvent retrouvés, ce sont des personnes qui ont des douleurs nocturnes, qui ont des douleurs assez importantes lorsqu'ils font des mouvements rapides, qui vont avoir du mal à se coucher sur l'épaule, qui ont plus de 35 ans, qui vont présenter des limitations d'amplitude et une diminution globale des amplitudes passives. Pris isolément, chacun de ces critères peut nous faire penser à autre chose. En général, le diagnostic de l'épaule gelée va être posé par élimination du reste, et il aura fallu attendre quelques années pour confirmer la chose suivante, c'est qu'une des amplitudes les touchées le plus tôt, qui nous permet de poser le diagnostic, c'est la fameuse rotation externe coude-corps. Sans doute expliquée par ce que je vous ai dit auparavant, l'inflammation et la fibrose de la partie antérosphère de cette épaule et cette chaussure. Il se trouve que dans l'ordre, les amplitudes les plus limitées seront la rotation latérale, puis l'abduction, puis la rotation médiale. C'est assez intéressant puisque dans la récupération des amplitudes, ça se fait à l'inverse. On récupère avant la rotation externe, puis l'abduction, puis la rotation médiale qui reviendra à la fin de la rééducation. Donc on a cette espèce de schéma d'enraidissement qui ne respecte pas le schéma de Cyriax de l'enraidissement capsulaire, si vous connaissez. Donc au final, comment la diagnostiquer cette épaule et comment la mettre en évidence? Vous avez 3 éléments clés. 1, l'histoire, avec les différents éléments cliniques. 2, les mobilités. Et 3, au niveau de l'imagerie, l'absence de signes radio. Donc c'est un diagnostic qui est essentiellement clinique. On n'a pas de tests qui nous permettent de valider, de confirmer le diagnostic, même si certains disent un test pour exclure, j'en parlerai juste après. L'âge de cette pathologie est autour de 50 ans. Vous allez avoir une perte de mobilité active et surtout passive. Et vous avez une radio qui est normale. Donc ça, c'est assez important à noter que c'est la seule épaule raide qui est négative à la radio, pour laquelle l'imagerie est normale. Alors, après avoir dit qui suis-je, maintenant voyons où est-ce qu'on va aller. Et donc là, je vous ai prévu 2 parties, une partie centrée sur la pathologie avec cette évolution des symptômes, comment on va vieillir et comment on va se résoudre une épaule gelée. On parlera un petit peu d'actualité puisque ça a bougé il y a quelques années. Et enfin, je vous présenterai les grands points de l'examen clinique que vous allez utiliser en kinésithérapie pour diagnostiquer ce problème. Alors, comment évolue la maladie? Et donc là, c'est assez intéressant quand on fait une revue de littérature, on se rend compte qu'il y a 4 discours différents. Il y en a qui disent que ça n'évolue pas en fonction de phases prédéterminées. Certains auteurs trouvent 2 phases, d'autres 3 et d'autres 4. Donc on va voir ça ensemble, on va voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Alors la classification la plus ancienne et la plus enseignée aussi, c'est la fameuse classification en 3 phases, avec cet article de Reeves en 1975 qui explique ça. Et donc ils nous disent qu'on a d'abord une phase de congélation, puis une phase gelée, puis une phase d'égivrage. Soit dit en passant, en congélation, j'ai très mal et je vais m'enraidir petit à petit, puis à la fin, j'aurai moins mal et je vais me déraidir. À noter qu'en français, on dit phase chaude et phase froide. Alors qu'en anglais, on dit congélation et dégivrage. Donc on est sur c'est pas la première fois qu'on fait quelque chose de différent des anglais. Hein. Une autre classification en 3 phases qui est un peu plus moderne, peut-être plus intéressante. C'est une classification
qui est basé sur l'irritabilité. On va voir qu'on va plutôt utiliser ça en rééducation pour nous. Cette classification, c'est un article qui date d'il y a quelques mois, celui-ci, qui montre en fait que votre patient va évoluer d'abord dans le rouge dans une phase de douleur inflammatoire, d'une irritabilité forte, et qui va ensuite évoluer vers une irritabilité moindre, mais un enraidissement progressif. Pour celles et ceux qui l'auraient lu, Anne Pouls, dans un livre qui est sorti l'année dernière, parle également de ces trois profils d'irritabilité, donc avec ces trois phases, une phase où on a une douleur nocturne importante et on va évoluer petit à petit vers une phase où on n'a plus de douleur spontanée. Mais il va falloir, pour déclencher la douleur, provoquer un mouvement extrême. Donc les trois phases, c'est ce qui est le plus décrit dans la littérature. Il y a des auteurs qui se sont tentés dans les 4 phases. Donc là c'est pareil, c'est un article de Nevezy, vous le trouverez en accès libre, celui-ci. Il avait été traité dans le cadre de la formation, on voit absolument rien, mais c'est pas grave. Donc je vous inviterai à lire cet article, et évidemment, si vous avez besoin d'une source après cette formation, je vous donnerai mes coordonnées si vous voulez me demander ces sources-là. 4 phases, d'un point de vue technique, pour nous, c'est absolument inutile. Parce qu'en fait, ça, ce sont des critères dans lesquels vous avez des critères d'imagerie. Pour le moment, moi, je n'ai pas de rayon X, donc je n'arrive pas avec mes yeux à voir l'état des fibroblastes, etc. Donc, il y a bien un article qui dit que les phases n'existent pas. Bon, il est tout seul, donc je vais le passer, hein, d'accord. Par contre, ça m'intéresse, les 2 phases. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en rééducation et en musculo-squelettique, souvent, c'est plus facile de choisir ce qu'on va faire si on décide qu'on va séparer un peu en 2 la clinique. D'un côté, lorsque vous avez une clinique douloureuse qui est supérieure à la clinique de raideur ou de résistance, et de l'autre côté, lorsque la raideur est supérieure à la résistance. Et ça, c'est peut-être la classification la plus utile pour nous d'un point de vue rééducatif. Il va falloir identifier les patients qui sont plutôt à de profils douloureux évitables, des patients qui sont plutôt de profil chargé. Et alors, je vous ai mis quelqu'un qui marche sur une corde, parce que lorsqu'on s'occupe d'un patient qui a une épaule gelée, on est vraiment sur la corde raide, puisque le principe, c'est de le faire sortir de la douleur, mais quand il a plus mal, il faut y aller piano pour ne pas le faire retomber du côté douleur et le faire passer définitivement du côté raide. Ça, c'était pour la classification et l'évolution. Voyons maintenant les facteurs de risque, que vous puissiez savoir qu'est-ce qui vous expose ou pas à cette épaule gelée. Plusieurs facteurs ont été identifiés dans la littérature. Et vous allez peut-être avoir des surprises sur certains facteurs. Alors, bien sûr, il y a l'âge. Vous êtes tous trop jeunes pour en faire une. Presque. Il y a un petit peu de personnes. Moi, je ne suis pas encore, mais en gros, il faut attendre d'avoir un peu plus de 40 ans. Mais ça pourrait arriver avant. Les hommes ont un risque plus élevé d'avoir une période de récupération plus longue. Il y a des antécédents familiaux. Ils ont trouvé des familles de vrais jumeaux qui se tapaient des capsulites de façon plus fréquente. Il y a même une île, je crois, en Irlande, où vous avez potentialisé vos chances d'avoir une épaule gelée. Donc, a priori, ça ne nous concerne pas. Et puis, évidemment, un des facteurs de risque principaux, c'est le fait d'avoir déjà eu une épaule gelée sur l'autre côté. Si vous avez une épaule gelée par le passé, vous avez 30% de chance d'en avoir une sur l'autre côté. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Mais, petit bémol, qui va avec le facteur de risque suivant, les diabétiques, ils bouffent un petit peu quasiment toute la prévalence des problèmes d'épaule gelée. Le diabète, c'est le facteur de risque principal de cette épaule gelée. Il y a même des études qui montrent que sur une vie, il y a 60-60% des diabétiques qui vont avoir une épaule gelée. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous dans votre pratique, lorsque vous voyez un patient arriver qui est plutôt jeune, qui fait une épaule gelée, donc il paraît hors âge, peut-être qu'il est diabétique et qu'il ne le sait pas. Donc dans certains cas, on peut questionner le diabète, parce que c'est pas courant de faire une épaule gelée quand on a 25 ans, par exemple. Un autre facteur de risque probable, c'est les problèmes de thyroïde. Alors les études disent oui, d'autres disent non. Dans une étude récente que j'ai trouvée en 2020, en fait, ils ont étudié différentes pathologies d'épaule et différents problèmes de thyroïde, et des nodules thyroïdiens, ils étaient corrélés à l'épaule gelée et aux autres pathologies. Dernier facteur de risque, alors là je voulais rester un peu là-dessus, les facteurs de personnalité. Vous entendrez quelques kinés, quelques médecins dire oui, non, mais c'est sûr, elle ou il va faire une épaule gelée parce qu'il est psy. Ça, c'est le grand classique, il est psy. Alors, l'argument il est psy, ça veut souvent dire je sais pas ce qu'il y a, c'est pas de ma faute, c'est la faute du patient.
Donc, il y a des études qui sont intéressées aux personnalités, qui se sont posées la question, est-ce qu'effectivement, ces personnes qui développent une épaule gelée, ils sont vraiment psy, sous-entendu, ils sont chiants, ils se plaignent, etc. Et en fait, c'est les mêmes gens que les autres. Il n'y a pas de différence de personnalité. Donc ça veut dire que ces personnes-là, il n'y a pas de personnalité qui expose plus à l'épaule gelée. Par contre, on a des scores d'anxiété et de dépression qui sont un peu plus forts, tout simplement parce que lorsque vous avez mal à l'épaule jour et nuit à 8 sur 10 pendant 2 mois, bah vous déprimez en fait, si vous ne dormez pas. D'accord? Et donc on voit les gens quand ils sont déprimés. Donc attention de ne pas faire le lien en disant c'est parce qu'il est déprimé qu'il a eu une épaule gelée. Bien sûr, il y a d'autres menus facteurs qui sont valables dans tous les problèmes, les facteurs de comorbidité, etc., etc. Il y a même des gens à un moment donné qui se sont demandé si c'était pas un peu comme un problème de fibromatose comme Jupitrin. Les preuves sont parcellaires là-dessus. Alors, quand votre patient vient vous voir et qu'il vous dit « Ok, j'ai compris, j'ai l'épaule gelée, mais combien de temps ça va durer ?» C'est le petit moment, un petit peu de challenge de la séance. Parce que si on lui dit la vérité et que ça va durer 2 ans, les patients, ils ne sont pas contents. Donc, en gros, si vous voulez, on estime que la vraie épaule gelée, avec un remaniement fibrotique, ça peut durer entre 9 mois à 3, 4 ans, 5 ans, et même des séquelles jusqu'à 6 ans. Et la grande majorité des gens, ils vont avoir une récupération complète et absolue au bout de 2 années. Et quand on dit 2 ans, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous passez d'un problème à plus rien. C'est très progressif. Et d'un point de vue clinique, on peut estimer qu'entre 6 à 9 mois, on améliore drastiquement leurs conditions. Et ils peuvent se retrouver quasiment plus handicapés. Quasiment plus handicapés. Il reste quelques séquelles, et là les études ne sont pas complètement d'accord sur les séquelles qui peuvent persister. Donc comptez qu'en moyenne, on évolue à 2 ans pour une récupération complète. Et donc, en voyant ça 2 ans, je récupère une patiente il y a 3 mois, et je traite l'épaule gelée en 1 mois. Alors, je me dis, c'est normal, je suis super fort. Je suis intervenant en plus et tout, en 1 mois, finger in the nose, et je me dis, allez, si j'allais poster ça sur Instagram, parce que c'est vachement bien, et donc je vais un peu regarder ce qui se fait quand même pour pas faire de conneries, et je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui arrivent à traiter l'épaule gelée en 3 jours, un autre en 1 heure et un autre en 3 minutes. Là, je me dis, merde, ils ont été meilleurs que moi. Donc en fait, c'est un peu comme quand on voit ça, en fait, ça c'était Jean-Jacques en 2016, et tout ça pour vous dire que ne lâchez rien, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, et peut-être que on nous trompe. Alors, il y a 2-3 ans, un peu plus maintenant, 4 ans, il y a un petit revue de cas qui a un peu, entre guillemets, défrayé la chronique. Alors, quand on dit défrayer la chronique dans un monde hyper spécifique, c'était juste un petit coup de vent, hein, mais l'idée c'est ça, je vais vous montrer, donc c'est Holman, qui est une chercheuse australienne, je crois australienne, c'est ça, qui poste cette vidéo, qui sort un papier, et qui dit, ok, on a pris des gens qui avaient une épaule gelée, et quand on a des grosses séquelles d'amplitude, on va faire ce qu'on appelle une mobilisation sous anesthésie générale. C'est-à-dire qu'on les endort et on va mettre une bonne craquée pour faire lâcher la fibrose. En gros, c'est ça. Okay. Et donc elle dit, elle demande au chirurgien, excusez-moi, est-ce que je peux juste être là avant pour regarder un truc? Et donc il dit, pas de problème. Donc il démarre, il prend les patients et donc il la teste. Il teste la pression avant. Vous voyez, donc une dame à côté droit là qui n'est pas levée. Il teste avant, elle est allongée, vous allez voir qu'elle est mobilisée, donc la personne est réveillée. C'était juste avant qu'elle passe en mobilisation soulagée. Ils endorment la dame, et une fois endormie, avant que le chirurgien fasse quoi que ce soit, elle réessaye pour voir. Et voilà ce qu'elle trouve. Une épaule parfaitement raide, comme vous pouvez le constater, avec des rétractions très marquées de la capsule, n'est-ce pas? Et donc elle fait ça sur 5 patients, et sur les 5, il y en a 4 qui sont comme ça une fois endormis. C'est-à-dire que ça bouge. Alors si on se base sur le domaine de la rétraction fibrotique, le fait d'être endormi, ça ne changerait pas, c'est du tissu conjonctif. Et donc, elle a posé un petit peu ça en disant qu'en fait, il y a probablement dans ces populations de patients, des patients qui ont des raideurs qui sont dues à des raideurs actives de coiffe, avec une coiffe qui est extrêmement costaud, solide, résistante, qui empêche le mouvement. Et donc, je vais revenir un petit peu sur ce que je vous disais dans l'introduction, quand on pense en termes de psychosocial et en termes de neurosciences de la douleur, on sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver en situation de catastrophisme. Et on imagine bien, tout à fait,
que vous pouvez avoir des épaules qui miment l'épaule gelée sur les tractions capsules et qui n'en sont pas. Et de fait, c'est intéressant parce que ça modifie plein de choses. Ça modifie peut-être l'examen clinique qu'on va faire, ça modifie peut-être aussi la pratique, parce qu'une personne qui n'a pas un problème de rétraction, mais plus un problème d'activation motrice, peut-être que dans la prise en charge, des techniques comme des postures passives, ça ne sert à rien. Vous voyez, peut-être travailler sur d'autres choses. Donc c'est un champ qui est très intéressant, c'est pour ça que dans le traitement, je vais vous montrer différentes choses qui sont en lien avec ça. Bien. Alors, maintenant, dans le ouvage, en tant que kiné, la question c'est comment je vais évaluer ça. Alors, c'est pas très compliqué, vous allez tous faire un examen clinique. Hein. On commence par poser des questions à l'interrogatoire. Qu'est-ce qui est pertinent, important pour ce type de patient avec ce que je viens de vous dire. Première chose, investiguer tout ce qui est drapeau, facteurs de risque psychosociaux, avec ces cliqueurs de ce jeu que j'adore. Vous vous souvenez que les drapeaux jaunes sont des facteurs psychosociaux, les drapeaux bleus en lien avec le travail, les drapeaux noirs en lien avec le système social et réglementaire. Et ne pas oublier, paix à son âme, Louise Gifford qui parle des drapeaux roses. Point diapo rose, c'est une ressource. Ce qui fait vibrer le patient et ce sur quoi on peut s'appuyer pour faire progresser les gens. Donc ça fait partie aussi de ces drapeaux qu'il faut aller chercher, parce qu'on cherche toujours ce qui va mal chez les gens, mais on ne cherche pas souvent ce qui va bien. C'est intéressant de savoir ce qui marche bien chez les gens. Donc l'interrogatoire, vous devez chercher ça, parce que dans l'épaule gelée, peut-être qu'il y a une partie des gens chez qui le psychosocial est très marqué. Pour ça, vous allez utiliser également des échelles fonctionnelles. Alors vous avez un truc illisible, là, le quick dash à gauche et l'évaluation fonctionnelle spécifique au patient, le PSFS, que vous connaissez peut-être, qui sont deux outils d'évaluation de la fonction pour avoir un chiffrage de la fonction. Et aussi, très important, aller évaluer les facteurs de risque type kinésiophobie. Donc là, il y a une OSTRI et un TAMPA. Donc l'OSTRI, c'est pas pour la kinésiophobie, mais en tout cas pour les facteurs de risque. C'est très important d'aller chercher ces informations si vous devez prendre une personne en charge pour essayer de voir si elle est très marquée en facteur de risque. Peut-être qu'on sera plus du côté garde musculaire que réelle rétraction fibrose. Donc ça, c'est la première chose au niveau de l'examen clinique. Je vais passer ce truc-là. L'observation. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'observation? Alors, évidemment, il n'y a aucun élément d'observation qui soit des facteurs de risque des problèmes d'épaule. Toutefois, on peut considérer, sans se faire brûler sur la place publique, qu'une personne qui a des symptômes, si elle a des raideurs thoraciques, par exemple, si elle a des muscles qui sont peut-être un petit peu toniques, ça soit plus difficile pour elle de bouger. Donc, lorsque vous observez une personne, ce qui compte pour moi, c'est pas tant qu'elle soit dans cette position, c'est surtout que vérifier que le fait de la sortir de la position ne génère pas des symptômes. Donc l'observation sert surtout à ça, et on peut aussi de temps en temps essayer de moduler la position pour voir si ça change les symptômes. Maintenant, vous savez sans doute qu'il faut un peu se méfier de ce qu'on observe quand on regarde les gens, parce qu'on a tendance à voir que ce qu'on a envie de voir. Hein. En ce qui concerne maintenant les mouvements actifs, là ça va être vraiment intéressant pour cette épaule gelée, parce qu'on va avoir des limitations. Des limitations qui vont apparaître, donc on teste tous les plans, et préférentiellement, super, je vous mets une photo de quelqu'un qui n'a pas de limitation de rotation externe, c'est une erreur. En tout cas, les principales limitations précoces, c'est la rotation externe de corps qui va être touchée de manière précoce. Ensuite, on a les tests passifs, également très importants, parce que ce qui caractérise une épaule raide, c'est une restriction active et passive. Si vous avez une personne qui a une amplitude passive normale alors que l'actif est limité, ça veut dire que c'est un problème moteur. Maintenant là, le passif est également limité, notamment cette rotation externe du corps. Ça, c'est des billes pour pouvoir poser ce diagnostic. Donc on peut évaluer l'amplitude, en flexion, l'abduction. Vous pouvez également évaluer des mobilités plus accessoires comme par exemple l'acromioclaviculaire. Enfin, les tests orthopédiques. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va plutôt avoir une démarche d'exclure ce qui n'est pas une épaule gelée. Une des premières choses à faire, éventuellement, si vous avez toujours un doute, vous pouvez essayer, par exemple, de charger la colonne cervicale ou charger le système nerveux pour voir si vous ne pouvez pas réveiller les symptômes. Ça vous permettra de ne pas passer 20 séances sur une épaule alors que le problème vient d'un rachis qui fait de douleur référée. Après passer ça, malheureusement, on n'a pas de test orthopédique qui puisse nous influencer pour pouvoir dire c'est une épaule gelée en termes spécifiques. Il y a bien un truc qui est
Le Schwab-Sign, le signe du haussement, mais c'est l'absence de ce signe qui peut nous faire exclure la pathologie. Donc si votre patient n'ose pas l'épaule, c'est un test qui est sensible, ça veut probablement dire qu'il n'a pas d'épaule gelée. Par contre, la présence de ça ne signifie pas que l'épaule gelée est présente. Et pour finir, les fameux tests de coiffe, c'est des exemples, ils servent absolument à rien, puisqu'on est sur une clinique irritable, et donc ils feront toujours mal, quoi qu'il arrive. Donc, absolument inutile ici, et peut-être même dans d'autres cas, mais c'est un autre débat. Enfin, dans quel état gère? Alors, le terme état est utilisé ici à dessein. Qu'est-ce qu'on va faire pour traiter ces personnes? Eh bien, on va essayer de se mettre sur une stratégie que je vous ai dit tout à l'heure. D'un côté, on a la douleur, d'un côté, on a la raideur. Et donc, l'idée, là, pour moi, ça va être de vous donner quelques billes sur ce qu'on peut faire en douleur, ce qu'on peut faire en raideur. Alors, évidemment, c'est un format conférence, donc je ne peux pas vous montrer des choses en pratique, mais je peux essayer de vous donner quelques billes par rapport à différentes revues de littérature qui peuvent exister. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent sur l'épaule gelée. Il y a beaucoup de recommandations, quelques exemples de papiers que j'ai consultés pour reconstruire ça. Et donc, je vais vous proposer d'abord, on va dire, quelques éléments médicaux, puis on parlera de la phase douloureuse, puis on parlera de la phase où il y a une résistance, une raideur importante, plus importante que la douleur. Alors, primordial dans cette phase, c'est de passer par la case infiltration. C'est probablement la seule pathologie d'épaule où l'infiltration est recommandée de manière précoce, parce qu'elle réduit déjà les symptômes douloureux, elle réduit cette phase douloureuse, et du coup elle fait gagner du temps à vos patients, elle améliore leur qualité de vie. Le problème, c'est que lorsque vous avez une tendinopathie réactive, lorsque vous avez une calcification qui flambe, lorsque vous avez, je ne sais pas, une ONCB par exemple, les symptômes peuvent ressembler beaucoup à une épaule gelée, et souvent on va prendre un peu de retard, parce que les épaules irritables se ressentent toutes. Donc le challenge, c'est d'essayer de le voir suffisamment tôt pour permettre justement d'appliquer ce traitement qui fera gagner du temps à nos patients. Dans toutes les études récentes qui ont été faites, systématiquement quand il y a des infiltrations éco-guidées, donc c'est pas comme ça, one again en mode picador, les yeux bandés qu'il faut le faire, il faut que ce soit guidé pour voir où on pique. En général, on fait 2 infiltrations, une dans la bourse sérieuse, une aux intra-articulaires. En faisant ça, on améliore drastiquement. Concernant les médicaments, on n'a pas grand-chose qui peut nous aider. Le paracétamol un peu, mais sinon tout le reste, on n'a pas de preuve d'efficacité notoire. Concernant maintenant la rééducation, voilà, c'est une photo de picouse. Hop. Concernant maintenant la rééducation. Alors, quand votre patient il a très mal, quels sont les objectifs? L'objectif, c'est de le faire passer à la phase où il a moins mal. Et donc, un moyen de le faire, il ne faut juste pas lui faire mal. Ça paraît con, mais c'est la base. C'est-à-dire que tout ce qui fait mal, il faut arrêter de le faire. L'objectif, ça va être de faire ça. Et donc, une première façon de le faire, c'est de clarifier la situation et de l'éduquer. Vous savez que vos symptômes douloureux, qui sont une expérience, je le rappelle, ils dépendent aussi un peu de la compréhension que vous avez dans votre pathologie et dans le contexte. Donc, on va essayer de mettre du sens, on va voir ça juste après. On ne va pas déclencher de douleur, et on va essayer d'entretenir la mobilité pour éviter qu'ils s'en réduisent trop. C'est ça le principe. Et pour ça, on va utiliser différentes modalités. On va parler ici d'imagerie motrice, de distraction cognitive, d'éducation croisée, de réassurance. Et éventuellement, on pourra proposer d'autres stratégies hands-off, comme le travail aérobique qui est réputé en tactique. Pour sortir de cette phase, moi, le critère que j'utilise, c'est que lorsque le patient n'a plus mal la nuit, je le passe à la phase suivante. Donc c'est la douleur nocturne. Alors pas juste une nuit, il va se passer plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être pas plusieurs semaines, mais au bout d'une semaine, quand il a plus mal la nuit, je le passe à la phase de raideur. Alors, quelques petits points spécifiques sur cette phase de douleur, l'éducation. Voici quelques questions auxquelles vous devez répondre, et en tout cas, ce sont les questions dans lesquelles le patient ou la patiente doit avoir des informations. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une épaule gelée idiopathique. Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de Mike Stewart ce matin, mais c'est le moment où il faut faire gaffe à ce qu'on dit, et le challenge, c'est pas d'utiliser des mots qui font peur. Quelle est la cause du problème? Alors, on ne sait pas forcément, c'est idiopathique, sinon ce ne serait pas l'épaule gelée idiopathique. On ne sait pas forcément quelle est la cause, en tout cas on sait que vous en êtes là, et que ça va durer un certain temps, donc il faut lui dire combien de temps ça va durer. Et donc moi j'ai toujours une petite question, une petite réponse à l'emporte-paix sur disant ça va durer plusieurs semaines. Des fois ça suffit. Plusieurs semaines, c'est-à-dire? Eh bien, un certain nombre.
Vous allez avoir mal pendant quelques semaines, puis ensuite on va récupérer progressivement l'amplitude. Pourquoi? Parce que des fois, quand les gens n'ont pas le moral, ils dorment plus et qu'ils sont déprimés, qu'on leur dit que ça va durer 2 ans, c'est un peu dérangeant. Après, bien sûr, en étant un peu plus sérieux, on peut tout à fait leur expliquer que ça va durer de nombreux mois, mais que la progression, elle est continuelle et que assez vite, ils vont pouvoir refaire les choses. Le pronostic, par contre, et c'est toujours par là que je commence, je vais commencer par ça, il est excellent. J'ai pas dit ça en introduction, mais moi j'ai pas mal d'épaules gelées, et en fait j'adore traiter les épaules gelées parce que je sais que quoi que je fasse, de toute façon à la fin ils seront guéris. Même pas grâce à moi. Donc au final, je ne mouille pas trop, le pronostic est excellent. Une épaule gelée récupère toujours. Il faut que la personne puisse vivre jusqu'à la récupération, mais normalement, on récupère toujours. D'accord? Donc le pronostic est excellent. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc souvent, les gens, je leur dis, d'abord, avant de vous répondre sur la durée, laissez-moi vous dire une chose, vous allez guérir. Il n'y a personne qui ne guérit pas. Ça va prendre des mois et vous allez guérir. On n'a pas forcément de séquelles. Et donc dans les traitements proposés, évidemment, on va leur expliquer. Et comment gérer le travail et le sport, dans la première étape, on essaie de dire aux gens, essayez d'arrêter de faire ce qui vous fait mal, et tout ce qui fait pas mal, bien sûr, vous pouvez. Alors, en phase de douleur, je vous ai fait une diapo-synthèse sur le hands-off, et une diapo-synthèse sur le hands-on. Qu'est-ce qu'on peut faire en hands-off? En hands-on, on peut faire toutes les modalités qui vont viser, entre guillemets, à leurrer le système nerveux. Donc vous allez avoir la méditation en pleine conscience, vous allez avoir la relaxation. Alors oui, j'ai dit petit bandon, j'ai aucune action pour cette application, c'est juste que c'est la seule que je me rappelle. Sinon, vous avez Respirelax aussi pour la cohérence cardiaque. Et de très tendance dans le champ, c'est tout ce qui va être l'éducation du système nerveux central. Donc thérapie miroir et compagnie. Je vous ai mis un petit exemple après. Et puis la réalité virtuelle aussi. Ça vous donnera une bonne occasion d'acheter un casque de réalité virtuelle en frais professionnels, puisqu'il y a des applications qui sont développées pour un petit peu leurrer le cerveau. Alors justement, pour revenir un peu plus en détail, c'est assez récent. Il y a quelques... et ça fait sens. Ça fait sens avec ce que je vous ai dit sur l'épaule, sur garde musculaire. De plus en plus dans les protocoles, on essaie d'intégrer ce qu'on appelle des pratiques centrées sur le système nerveux. Vous savez, avec des travails de discrimination tactile, d'imagerie motrice, on pense à faire le mouvement, on essaie de reconnaître le côté droit, côté gauche, et on fait de la thérapie miroir. Dans cet article-là, ils ont appliqué un protocole sur une patiente, donc c'est un cas, mais c'est de plus en plus développé. Donc ça, ça respecte un petit peu ce que propose le NOI en rééducation. Si jamais ça vous dit absolument rien, souvent quand on dit thérapie miroir, les gens ça fait tilt, ils disent ah oui c'est comme les amputés, oui tout à fait. Concernant maintenant l'approche dite de mouvement, sachez que le mouvement est antalgique, donc on peut demander aux gens de faire des contractions isométriques, on peut demander aux gens de faire travailler le reste du corps. Par exemple, moi les épaules gelées, souvent je leur dis si ça vous fait pas mal, vous mettez sur un vélo, vous chargez un peu la résistance et vous pédalez, pour justement pouvoir limiter. Je vous ai mis un petit chat avec un métronome. Alors les chats, c'est parce que souvent ça adoucit les gens quand ils regardent, vous en l'occurrence. Et un métronome, pourquoi? C'est pour la distraction cognitive. Si vous demandez une contraction avec une distraction cognitive, et bien vous allez avoir des effets supplémentaires sur la douleur. Bien évidemment, je ne pouvais pas faire ce truc sans vous présenter l'éternel pendulaire, qui est l'exercice qui restera même après que l'être humain aura disparu de la Terre. Ce qu'on peut aussi évoquer ici, c'est tout ce qui va être technique à distance. Par exemple, le travail des cervicales, le travail des thoraciques, et puis toutes ces techniques que vous avez sans doute apprises, les techniques de Ménel sur l'épaule, les techniques capsulaires, l'objectif étant ici non pas de gagner, mais de faire de l'antalgie. Bien. Alors, maintenant, on va passer, lorsqu'il y a plus de raideur que de douleur, cette durée terminée, dans ces cas-là, l'objectif, ça va être de récupérer une amplitude et une fonction musculaire complète, normale, ou en tout cas selon les attentes du patient. Moi, en général, je finis la rééducation avant qu'ils aient récupéré toute l'amplitude, parce que fonctionnellement, ils sont suffisamment bien équipés, puis les derniers degrés, assez souvent, ils vont les récupérer progressivement. Donc l'objectif, c'est d'augmenter le stress mécanique et de charger généreusement, parce que si vous chargez généreusement, vous avancerez plus vite au niveau de la récupération des symptômes. Donc moi, j'utilise toujours cette métaphore, je leur dis, si je vous demandais d'apprendre à faire le grand écart comment dirais-je, est-ce que vous seriez capable de le faire dans une semaine? Non, ça va prendre du temps et il va falloir que je travaille. C'est la même chose pour l'épaule.
Une petite astuce que je peux vous donner, si vous voulez récupérer les amplitudes, pour récupérer la rotation externe, c'est la première amplitude qu'on va essayer de récupérer dans le temps, il va falloir faire ce qu'on appelle des glissements postérieurs. Donc le glissement postérieur accessoire, couplé à de la rotation externe, améliore l'amplitude. Vous avez ces différentes techniques qui existent. Et puis, si vous voulez récupérer la rotation médiale, le glissement caudal inférieur va permettre d'augmenter l'amplitude. Vous pouvez également travailler largement en élan franco le rachis thoracique et pourquoi pas proposer des techniques neurodynamiques. Et concernant l'actif, bien sûr, dans ces problèmes de raideur d'épaule, l'actif est très important. Quelques exemples d'actifs. La tendance aussi actuelle, ça va être de charger assez fort en excentrique les épaules pour récupérer des degrés d'amplitude. Donc vous voyez différents mouvements avec des élastiques pour récupérer tout ça. Et l'actif, c'est également réathlétiser l'épaule pour que les patients progressent. Alors que retenir, encore un challenge. Je n'ai pas fait exprès celui-là, je m'en rends compte. Que retenir pour le lundi, la diapo du lundi, vous savez, la synthèse que vous allez ramener chez vous. Si ça veut bien. Alors, avec tout ça, certes, c'est une pathologie qui peut paraître compliquée, mais gardez toujours à l'esprit que de toute façon, le patient va guérir, et donc on est là comme des catalyseurs pour les faire guérir plus vite, pour les éduquer, pour leur ramener des informations qu'ils se sentent mieux. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la pathologie? Elle est mal définie, il vaut mieux dire épaule gelée capsule rétractile aujourd'hui. Le pronostic est bon, mais ça peut être long. Il y a probablement des modifications biologiques qui sont responsables de la rétraction, et il faut savoir que dans ce groupe de patients épaule raide, il y a une entité qui a un problème de garde musculaire, de contraction musculaire. Concernant le diagnostic, il n'y a pas de gold standard, appuyez-vous sur la clinique et la perte de rotation externe du corps. Lorsque vous êtes dans le traitement et que la douleur est supérieure à la résistance, privilégiez l'imagerie motrice, ne pas faire mal, infiltrez vos patients, enfin pas vous évidemment, mais envoyez-les se faire infiltrer, respectez l'irritabilité. Et dans le cadre de la résistance qui est supérieure à la douleur, vous pouvez y aller franco au niveau de la rééducation et appuyer un petit peu plus fort. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Et si vous voulez me contacter, voici deux moyens de me contacter. Alors sur Facebook, parce que je suis un vieux, vous pouvez me contacter facilement si vous voulez avoir des... Je réponds relativement vite. Mon Facebook est 100% professionnel, hein, donc si vous voulez devenir mon ami, que je me sens moins seul, vous pouvez. Sinon, vous avez mon adresse mail et je pense qu'il va y avoir des questions. 5 minutes de questions, s'il y en a qui viennent. Bonjour, merci. Je voulais savoir comment vous pouvez être sûr que vous améliorez la guérison, sachant qu'il y a une guérison spontanée, qu'il y a un moyen de contrôler chaque patient les uns par rapport aux autres. Alors, peut-être que tu fais allusion aux quelques articles qui disaient que c'était une pathologie autolimitante. Il y a quand même un fort consensus pour dire que si on n'améliore pas forcément la durée, on améliore drastiquement, la qualité de progression, c'est-à-dire que les gens se sentent mieux. Et un patient mieux éduqué, il va avoir moins de symptômes et il va mieux vivre sa pathologie. Je ne sais pas si la question était là-dessus, mais en tout cas, il y a un consensus quand même clair aujourd'hui pour dire que ce n'est pas une pathologie autolimitante et la kinésithérapie, la rééducation ont vraiment son rôle à jouer dans cette prise en charge. Là-bas. Bonjour. Bonjour. Comment on peut quantifier la douleur et la raideur pour pouvoir les comparer de manière précise? Ah, c'est une très bonne question. Alors moi, j'utilise la chose suivante. Je pars d'abord du principe qu'il y a la douleur. Quand le patient a plus mal la nuit, je considère qu'il est sorti d'irritabilité. Et le critère d'irritabilité, vous savez, c'est aussi lorsque votre patient va ne plus avoir ces fameux moments où sa douleur, après un faux mouvement, elle va durer 20 minutes, 2 heures. Et quand il a mal seulement au mouvement, mais quand il revient à zéro, il n'a pas toute cette flambée. Donc ça, moi, je considère que c'est la sortie de la phase douloureuse, d'irritabilité. Et à partir de là, je commence gentiment à forcer. Le critère d'exposition à la charge, c'est un peu valable dans toutes les pathologies musculo-squelettiques. Ensuite, lorsque vous avez travaillé en phase raide, vous avez le droit de faire mal. Si la douleur, elle ne dépasse pas en gros 5-6 sur 10, moyennant évidemment explication au patient. Et si, moi j'utilise souvent, je dis dans les 2-3 heures après la séance, vous devez être revenu à l'état classique.
Bonjour. J'ai une question sur l'infiltration précoce. Il faut à peu près la faire à combien de temps au maximum? Alors, il n'y a pas de maximum, le plus tôt possible. Et je vais aussi enchaîner en disant que je crois que les chiffres, alors à vérifier, mais il y a 30 à 40% qui sont améliorés avec une seule. Donc il faut bien comprendre que la plupart du temps, ils en ont 2, voire 3. Je crois qu'à 2, c'est 70% d'amélioration, 3, 90. Par contre, l'infiltration, n'hésitez pas, là, vous pouvez y aller, les preuves, elles sont claires et nettes. Avec les infiltrations, ça va beaucoup plus vite. Donc les patients qui sont « je ne suis pas trop infiltration », on lui explique bien que c'est important pour lui. Bien sûr, chacun décide, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pas grave si la première n'a pas fonctionné, la deuxième marchera. Une question là-bas. Encore 2-3 questions. Merci pour la présentation. Du coup, c'est des patients que vous allez voir très longtemps, c'est le temps de prise en charge, sur 2 ans, 3 ans, etc. Est-ce que c'est des patients que vous allez voir très régulièrement sur ces 2 années, ou est-ce que justement vous allez faire des pauses thérapeutiques avec des exercices à la maison, etc. Alors déjà, je ne les vois pas 2 ans, parce que 2 ans, c'est la récupération maxillale. Souvent, moi, je les vois entre 6 à 9 mois. En période d'irritabilité, ce qui va décider de la fréquence des séances, c'est comment, est-ce que le kiné déjà n'aggrave pas. À partir du moment où vous faites que mal, ça ne change rien, autant faire une fenêtre thérapeutique. Et ensuite, moi, je suis plutôt dans une approche très autonomisante des gens. C'est-à-dire que je leur donne des choses à faire, et comme c'est un travail long, en général, moi, je les vois 1 fois par semaine au départ, et très vite, je passe à 1 fois toutes les 2 semaines, avec une grosse partie d'éducation pour que les gens soient un peu plus auto-efficaces. Je crois que c'est vraiment le secret, et comme ça, tout le monde souffle, et le kiné, et le patient. C'est plus facile, et je pense qu'on peut même aller prolonger plus longtemps le traitement comme ça. Merci pour la présentation. Comment en phase précoce se fait la différence avec un syndrome de la complexe qui serait au début? Je ne fais pas. J'en sais rien. Je dois vous dire que dans ma pratique, alors c'est absolument pas une preuve, hein, c'est plus une pratique. Moi, ça fait vraiment 12-13 ans que je fais beaucoup de capsulites. Ah, vous voyez, j'ai dit capsulites, bordel. Beaucoup d'épaules gelées. Et en fait, j'ai jamais eu de SDRC. Voilà. Et sous-entendu, je ne suis pas un spécialiste du SDRC, mais on n'a pas, là, c'est moucheté à la radio, on n'a pas tous les outputs, style problème de sudation, perte de poils, etc., dans l'épaule gelée. Et puis, souvent, l'épaule gelée, peut-être c'est bien de le préciser, on a une douleur d'épaule et pas une douleur de main associée. Quand on a des douleurs, c'est plutôt des douleurs diffuses qui sont en lien avec une sensibilisation du système nerveux central. Donc, on est vraiment sur autre chose au niveau présentation clinique. C'est bon? C'est terminé. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous.